D'après des sources qu'on m'a données, à la base ça s'appelait le Free Fight Club. Je voudrais juste avoir la confirmation de ça. Hello, je viens de voir ton message. Alors, Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus. À la base, la série de vidéos sur le Jarl devait s'arrêter vendredi, mais depuis, j'ai découvert de nouvelles choses et j'étais obligé de vous les partager. En fait, depuis le début, j'ai un pressentiment concernant le Jarl et je partage le même avis que Cyril Diabaté, c'est-à-dire que Yovan Delourme, alias le Jarl, est un bandeur de sport de combat. Et comme on l'a vu lors de la partie 2, il y a énormément d'incohérences concernant sa carrière dans les sports de combat, ce qui fait qu'on peut dire aisément que le mec est un gros mytho à ce niveau-là. Mais j'avais un pressentiment depuis le début parce que très souvent, les personnes qui s'inventent une vie s'inspirent d'histoires réelles. Et à ce niveau-là, voilà, je me disais, de qui il s'est inspiré? Et je crois qu'on a trouvé, alors si je vous dis on, c'est parce que j'ai été aidé par un abonné. Yann, si tu vois la vidéo, merci beaucoup, ça a été un plaisir d'échanger avec toi et d'essayer de trouver des petits éléments comme ça. Donc, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, on va revenir un petit peu sur le parcours martial, sport de combat du Jarl, ce qui n'est pas évident. On ne sait pas grand-chose, mais on va commencer par le commencement. À la base, il a commencé par le karaté qu'il a arrêté à l'âge de 16 ans. Et alors, parce que tu as fait le karaté jusqu'à 16 ans. 16 ans, j'ai rencontré à 16 ans, alors pourquoi j'ai arrêté? On me demande souvent pourquoi j'ai arrêté le karaté, parce que j'ai rencontré un gars qui s'appelle, je m'en rappelle encore de lui par contre, Tran. Ouais. C'était un asiatique qui se moquait un peu, j'avais des facilités de coups de pied un peu, c'était mon point fort, les coups de pied. Il se moquait un peu de mes coups de pied, il m'a dit je vais te faire boxer. On va quand même profiter de ce moment pour parler, je trouve, d'une incohérence. Je vais vous montrer. Comme on vient de le voir, il a arrêté le karaté à l'âge de 16 ans. Pourtant, j'ai retrouvé des vidéos de lui qui datent de 2008 sur Dailymotion. Et j'ai l'impression, vous me direz en commentaire, qu'il a une ceinture noire de karaté autour de la taille. La jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche passe dessus la jambe droite, et la jambe droite va se passer. Tout en mettant Alors je pense que c'est une ceinture de karaté parce que ça ne peut pas être une ceinture de JJB vu qu'il était ceinture bleue en 2015. J'ai eu l'info par une source extrêmement sûre. Donc voilà, moi je me pose juste la question, si il a arrêté le karaté à l'âge de 16 ans, comment il peut avoir une ceinture noire en 2008? C'est juste ça la question. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Après le karaté, il aurait commencé la boxe thaï, donc avec un pote à lui qui se moquait un petit peu du fait qu'il fasse du karaté. Je vous laisse écouter l'anecdote. Il se moquait un peu de mes coups de pied, il m'a dit je vais te faire boxer. Et moi, j'avais jamais fait vraiment de boxe. Hein. Je me rappellerai encore, hein, à 16 ans, j'étais sur un terrain de foot. On avait ça sur un terrain de foot un dimanche. Ouais. Il m'a mis des gants de boxe. Et puis on a boxé. Enfin, il a boxé. Ouais. Il a boxé. Et toi, t'as pris? Et j'ai pris. Je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était très joli, mais ne fonctionnait pas super bien sur les distances plus courtes. Et que c'est pas pour dénigrer le karaté. Attention. J'adore cette discipline. Et puis j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui adorent cette discipline. Enfin, je dénigre pas c'est une question de contexte à chaque fois. Mais voilà, je me suis réveillé en fait, et puis il était temps parce que ça faisait quelques années que je faisais ça, et en plus de ça je commençais à m'ennuyer. Et il m'a fait découvrir la boxe thaï, et puis je me suis mis à la boxe thaï. Voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain comme ça le karaté. Je suis pas parti très bien parce que du coup j'ai même pas vraiment prévenu mon coach à l'époque. Je m'en rappelle aujourd'hui, ce sera à faire, je ferai différemment. Je suis parti, j'ai arrêté une discipline pour en faire une autre sans expliquer les choses, alors que ça faisait des années que j'étais dans le même club. Et puis bah voilà quoi. Et il y a un truc très très bien qui va être dit par Greg Gott qui va me permettre
de rebondir par rapport à des commentaires qui ont été laissés lors de la dernière vidéo. On en parle juste après. Puis Et après, t'avais de la boxe taille, là t'étais toujours dans alors le là, village ou c'était toujours dans le même village. C'était Ouais. ce gars-là qui venait 2 fois par semaine. On récupérait, on avait la chance d'avoir la commune qui nous laissait les clés d'un accès et on pouvait s'entraîner ensemble. Et on était une dizaine avec lui qui nous donnait des cours. D'accord. Il n'y avait pas encore toute cette organisation obligatoire, des associations et tout. On pouvait encore s'entraîner Ouais. et en se faisant plaisir. On peut encore. Enfin, on peut toujours se faire Ouais. plaisir, mais maintenant, il faut rentrer dans les cases. Ouais, ouais, C'est ouais. différent. Donc là, du coup, ce Tran, lui, c'était juste un pratiquant, c'était pas un coach. Eh ben, en tu réalité. sais. Ce Tran, c'était juste un pratiquant, c'était pas un coach. Cette phrase, elle est hyper importante parce que lors de la dernière vidéo, je me suis pas mal fait attraper ma veste pour ce passage-là. Qu'as-tu à apporter de plus qu'une vidéo YouTube si tu n'as jamais combattu? Et je sais, ça vous paraît dur comme ça, mais si vous y pensez bien, c'est exactement la même chose. Tu vas montrer les gestes, mais en vrai, qu'est-ce que t'en sais de leur efficacité? Tu les as jamais testés en situation de combat. En fait, il y a des gens qui n'ont pas compris, je pense, de quoi on parle. Des personnes en commentaire qui m'ont dit « Ouais, t'as pas besoin d'être un grand combattant pour être coach. » Je suis d'accord avec vous, mais là, on ne parle pas de ça. On parle de « Est-ce qu'il faut avoir combattu pour être coach ?» C'est ça la question en fait. Dans le podcast, le Jarl dit qu'il n'a jamais combattu, mais j'ai une autre réflexion pour vous. Sur tous les réseaux sociaux, on a ces premières vidéos qui datent de 2008 sur Dailymotion. Il y a un Facebook où il y a plein de photos, etc. Il n'y a aucune photo ou vidéo de lui en train de combattre. Aucune. Aucune. Et je pose juste la question, on commence à connaître le personnage du Jarl, on sait qu'il aime la lumière, etc. D'après vous, s'il avait combattu, est-ce qu'on aurait eu des photos disponibles sur ses Facebook, YouTube, Dailymotion, etc. Vous savez très bien que la réponse est oui. Donc s'il n'y a pas de photos de lui en train de combattre, c'est qu'il n'a jamais combattu, tout sport confondu, attention, hein, JJB, enfin tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter un petit truc, sur tous les anciens élèves qui m'ont contacté, presque une dizaine, jamais personne ne l'a vu faire un sparring. Jamais. Donc je vais juste vous dire ce que m'a dit un très grand coach français actuel, qui coach des combattants dans les meilleures organisations. Il m'a dit que oui, effectivement, tu peux être coach sans avoir fait des combats. Mais du coup, quelle est la valeur de l'enseignement? Et ce, peu importe le niveau, que tu coaches un débutant ou que tu coaches un mec expérimenté. Bon, encore plus quand c'est un mec expérimenté, un compétiteur. Dans sport de combat, il y a combat. Et c'est ce qui va donner de la valeur à ton enseignement, puisque même si une personne débute et si elle n'a pas vocation à faire des combats, ce que tu lui apprends peut lui servir dans d'autres circonstances, comme par exemple pour se défendre ou autre, ce qui correspond à un combat au final. Donc tu es obligé d'avoir beaucoup de matière, un énorme bagage technique, des compétences, de l'expérience, et ça tu vas l'acquérir dans des combats, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et en vrai je suis d'accord avec ça, tout est possible. Il y a forcément des mecs qui donnent des petits conseils, des petits coachings, alors qu'ils ont 6 mois de boxe. C'est sûr que ça existe, mais est-ce qu'on est vraiment sur du coaching? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à une vidéo YouTube qui te montre le geste parfait fait par un combattant professionnel, par exemple? Au final, c'est exactement la même chose. Alors après, il y avait un exemple intéressant, celui de John Danaher, qui au final, c'est plutôt une exception. Alors déjà, John Danaher, il a commencé le JJB à 28 ans, donc c'est tard. Pas impossible de faire des compétitions pour autant. Mais le problème, c'est qu'il avait une jambe handicapée. Et ça a été un frein pour les compétitions. C'est même lui qui l'a dit. C'est pour ça qu'il s'est porté sur le coaching. Il a beaucoup étudié la méthodologie et s'il pouvait pas être le meilleur en JJB en tant que combattant, il voulait devenir le meilleur en tant que coach. Voici un petit peu l'histoire réduite de John Danaher. Donc je comprends un peu l'exemple, mais comparez pas un John Danaher et un Jovan Delorme, par pitié. En fait, ce que je trouve ouf avec le Jarl, c'est qu'il a ouvert plusieurs salles de sport de combat. Alors il y en a une, c'est sûr, Fightness. Pour le Free Fight Club, on va en reparler. Sans avoir eu le bagage technique nécessaire et sans jamais avoir eu les diplômes. Et ça, c'est quand même fort. Et ce qui est très drôle, et ça va dans le sens de ce que je vous dis, c'est que le Jarl, quand il parle du fameux Tran qu'il a mis à la boxe taille, vient légitimer sa capacité à être coach en parlant de combat éventuel. Voilà, on ne peut pas vérifier, mais en tout cas, il vient dire non, coach, il avait fait quelques combats, il avait des médailles. Écoutez. Quoi, je pense qu'il était pratiquant. Il était, en tout cas, le souvenir que j'en ai, il était très bon parce que je ne voyais rien de ce qu'il faisait. Ouais. Je crois qu'il avait fait des combats de tête parce qu'il ramenait, des médailles. Donc il crânait un petit peu avec ses médailles. Et puis nous, on était encore jeunes, donc du coup, waouh, c'est bien. Voilà, on s'entraînait avec lui, quoi. Enfin bref, on va continuer un petit peu pour l'itinéraire sport de combat du Jarl
parce qu'il y a d'autres trucs intéressants. Alors dernièrement, j'ai parlé avec une personne très connue dans le milieu du JJB et cette personne a croisé la route du Jarl. Voici ce qu'il m'a dit. Donc en 2015, ils se sont rencontrés donc sur un stage et à cette époque, le Jarl était ceinture bleue. Ils ont donc tourné ensemble. Pour lui, il avait les bases d'une ceinture bleue loisir. La même année, cette photo date de 2015. Elle est extraite du Facebook de Yovam Delorme. Yovam Delorme est ceinture violette. Voilà, alors il faut savoir que normalement le passage de ceinture, c'est entre 2 et 4 ans. Alors c'est pas impossible, imaginons que le passage de ceinture se soit fait la même année en 2015, c'est-à-dire que quand ils se sont rencontrés avec la personne avec qui j'ai parlé, il était bleu et la même année, il y a eu le passage de ceinture, il était violette. C'est possible, voilà, c'est possible. Ça me paraît bizarre, mais c'est possible. Par contre, ce qui me paraît étonnant, c'est que 3 ans plus tard, la photo date de 2018, il soit ceinture noire. Parce qu'entre la ceinture violette et la ceinture noire, il y a une autre ceinture, la ceinture marron, et il faut entre 2 et 4 ans pour passer de ceinture. Donc 2 et 4 ans pour passer de violette à marron, et encore 2 et 4 ans pour passer de la marron à la noire. Donc on serait, si vraiment c'est un élève talentueux, sur un passage de violet à marron de 2 ans, par exemple, donc ça ferait 2015-2017, et de marron à noir 2017-2019. Si on est sur une fourchette moyenne, on serait sur 6 ans, donc pour les 2 ceintures, donc 2015 plus 6, 2021. Et si on est sur la fourchette haute, on serait sur 8 ans, donc 2015-2023. Quoi qu'il arrive, c'est assez incohérent, mais ça renvoie à une autre question. En 2008, quand il donnait des cours avec son Free Fight Club de JJB, il enseignait quoi? C'est-à-dire si en 2015, il est ceinture bleue, en 2008, il était ceinture blanche, enfin rien. Du coup, t'enseignes quoi? Quelles compétences te permettent d'enseigner le jiu-jitsu brésilien à des élèves? Là, on est sur la page Dailymotion. Vous pouvez taper, hein, vous tapez Dailymotion Free Fight Club. Alors, il y a une ceinture noire. C'est peut-être une ceinture noire de karaté. J'en sais rien. S'il y a des personnes qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vous voyez, on est sur plein de techniques de JJB. Avec quoi tu enseignes ça, en fait? Quelles sont tes compétences? Parce qu'à ce moment-là, il n'a aucune ceinture en JJB. Peut-être blanche, grand maximum. Et je dis pas que ceinture blanche, c'est nul. Je dis juste que normalement, ceinture blanche, t'enseignes pas dans un club. En fait, très concrètement, je dis pas que le Jarl est nul en sport de combat, je me permettrai pas ça. Sachant que moi-même, je suis une burne. J'ai juste un énorme doute concernant l'histoire qu'il nous raconte, que ce soit au niveau de ses compétences en tant que coach, mais aussi par rapport à son niveau dans les différents sports de combat dont il a parlé. Mon hypothèse, par rapport à ce que j'ai entendu dans les différents podcasts ou vidéos, ça serait que le Jarl est effectivement un passionné de sport de combat depuis un moment. Alors, je ne saurais dire depuis quand, mais on va dire forcément avant 2008, puisque les vidéos sur Dailymotion datent de 2008. Et je pense qu'effectivement, il a regardé beaucoup de vidéos, il a lu des livres, et en fait, il a appris à ses élèves ce que lui-même a appris en vidéo dans des magazines ou dans des livres. Ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est lors du podcast que je vous ai montré. Il parle beaucoup de l'intérêt des vidéos, il en vante les mérites, et je trouve ça un petit peu bizarre. Et bah, c'est une culture. Hein. Bah oui, et moi j'ai dès le début essayé de trouver des moyens de progresser en plus de mes cours, tu vois. Et puis bah, plus on avançait dans le temps, et plus on a eu accès à des vraies vidéos, et ensuite l'avènement de YouTube, bon, ça a mis du temps, mais pour moi ça a été presque une suite logique, tu vois, parce que j'ai appris une partie comme ça, je continue à apprendre aujourd'hui, donc quand on vient me dire non, on peut pas apprendre en vidéo, mais c'est des conneries. T'es psychopathe, quoi. Et puis c'est des conneries, et puis mais encore une fois, hein, ceux qui disent ça souvent sont eux-mêmes regardent les vidéos. C'est ça c'est de la mauvaise foi, hein, vraiment. Ouais. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui un coach qui soit un coach qui veut continuer à apprendre des choses, parce que quand tu enseignes, c'est compliqué. Hein. Toi, je sais que t'as Louri qui te file des cours. Ouais, des cours de lutte, super sympa de sa part, quoi. Mais c'est compliqué d'aller dans d'autres clubs, de dire tiens, le fil est très bon, faut qu'il m'apprenne, parce que après il y a ta vie de tous les jours, ton métier. Le soir, tu donnes des cours. Comme 95% des gens en France bénévolement, donc tu donnes énormément de temps. Faut bien que tu apprennes. Heureusement qu'il y a des gens qui mettent des vidéos actuellement et qui partagent leur savoir. Alors, c'est une hypothèse, mais je me base quand même sur plusieurs choses. En 2008, il donne des cours de JJB. C'est lui qui l'a dit, et puis on a même les vidéos sur Dailymotion. Or, on sait qu'il n'est pas allé dans d'autres clubs pour échanger, il le dit dans le podcast. Et à cette époque-là, on sait qu'il était ceinture blanche, donc son savoir, il l'a bien pris quelque part. Et vu qu'en 2008, il a essayé de faire des vidéos
sur quelques techniques de JJB, est-ce qu'il n'essaierait pas de reproduire le même schéma qui lui a permis d'apprendre quelques techniques? Les gens m'aiment pas, ou ils disent que ce que je fais n'est pas top, parce que j'ai pas la légitimité, mais ils achètent le livre. Et c'est assez drôle. Moi, je le dis, quand quelqu'un m'inspire sur des choses, où j'ai regardé des vidéos et que je m'en suis inspiré pour redonner un cours, il n'y a pas de honte. Alors, l'hypothèse est posée, c'est compliqué d'être sûr à 100%, mais l'hypothèse est bien alimentée par de nombreuses incohérences. Maintenant, on va arriver sur la partie la plus intéressante, celle qui va mettre en lumière toutes les incohérences dont on a parlé juste avant. On va arriver sur la partie « Et s'il avait volé son histoire à un autre ?» Depuis le début, l'idée de cette série de vidéos, c'est de montrer que voilà, le Jarl, dans le milieu des sports de combat, c'est ce qu'on appelle un mythojitsu. Et dans les mythojitsu, il y a plein de trucs. Il y a des gens qui inventent des techniques, qui inventent une efficacité alors que ça fait rien du tout. Mais il y a aussi des gens qui se sont inventés une histoire. Et parfois, dans ces histoires-là, il y a des histoires qui appartenaient à d'autres. D'après quelques recherches, une petite enquête qu'on a menée avec un abonné, Yann, si tu passes par là, coucou et merci, on s'est rendu compte que dans son discours, ça ressemblait pas mal à une personne très très connue dans les sports de combat en France, Mathieu Nicourt. En même temps, je me dis, dans mon petit village de 5000 habitants, j'avais un club qui s'appelait, je sais plus le nom, Free Fight Club, je sais plus, FF, je sais plus le truc. Et en fait, on faisait déjà du MMA, on savait pas que ça s'appelait du MMA. La vérité, pour moi, elle était là. Ça s'appelait pas encore MMA, je crois, mais en tout cas, on appelait ça Free Fight très souvent en France. NHB aux États-Unis. Voilà. Et en fait, je donnais des cours de boxe et des cours de jiu-jitsu. Que j'appelais pas encore jiu-jitsu brésilien. J'ai pratiqué un style de jiu-jitsu traditionnel à l'époque, mais bon, qui était très loin du MMA de maintenant, rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien non plus. À cette époque-là, on avait quelques livres. On faisait avec, on étudiait. Et les premières cassettes VHF sur l'UFC étaient vendues avec des magazines. Puis à un moment donné, on a entendu parler dans les magazines d'arts martiaux du premier Ultimate Fighting. Et là, on a eu les premières VHS, il n'y avait pas Internet, c'était par les VHS qu'on a eu les premières images. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est peut-être des coïncidences. C'est possible. Ça serait pas le seul, en 1995, à avoir appris sur des cassettes VHS, etc., etc. Mais peut-être que c'est pas des coïncidences. C'est vrai aussi qu'on pourrait revenir sur ce petit détail. Dans une vidéo, il dit que son club, le premier, a été créé en 1995. J'ai ouvert mon premier club en 1995. Le nom voulait déjà tout dire, car le mot MMA n'était pas encore employé. Free Fight Club, FFC. Et dans une autre, en 1997. Moi, j'ai eu mon premier club, c'était en 1997. C'était alors souvent c'est assez marrant parce que les gens souvent disent le premier club de MMA et tout ça et moi je rigole parce qu'en même temps je me dis, dans mon petit village de 5000 habitants, j'avais un club qui s'appelait, je sais plus le nom, Free Fight Club, je sais plus, FF, je sais plus le truc. Alors j'imagine que normalement ton premier club, tu te souviens de l'année, tu te souviens du nom. Alors lui, dans une vidéo c'est 95, l'autre c'est 97. Dans le podcast, il se souvient plus vraiment du nom de son club, je sais plus quoi. Étonnant. Mais passons, c'est qu'un point de détail, c'est vraiment pas le plus important, je vous assure. On va revenir à Mathieu Nicourt. Alors, Mathieu Nicourt, actuellement, il a un club qui s'appelle la Free Fight Academy. On peut le retrouver juste ici, au milieu. Et la Free Fight Academy a été créée la même année, en 1995, que le Free Fight Club du Jarl. Mais juste imaginez, c'est une hypothèse, hein. Imaginez que la Free Fight Academy ne s'appelait pas Free Fight Academy à la base. En 1995. Juste imaginez. Je sais que vous avez ouvert la Free Fight Academy, mais d'après des sources qu'on m'a données, à la base ça s'appelait le Free Fight Club. Je voudrais juste avoir la confirmation de ça. Hello, je viens de voir ton message. Alors, je te confirme que mon club s'est bien appelé Free Fight Club avant de s'appeler Free Fight Academy. Alors, le mien était à Paris, évidemment, et je te confirme aussi, que oui, effectivement, j'ai appris avec les VHS au début parce qu'il y avait que ça, etc. Donc, effectivement, ça ressemble un petit peu à mon histoire. Alors, on avait des similitudes dans l'histoire et dans le langage entre les deux hommes, ce qui est possible, mais juste expliquez-moi comment deux hommes ont pu créer la même année un club avec le même nom. Juste expliquez-moi ça. Et si on met bout à bout les éléments de langage, l'histoire similaire et le coup du club, le Free Fight Club, ça commence à faire beaucoup. Et il faut juste se dire un truc, est-ce que c'est crédible, cohérent, qu'un homme se soit inspiré de l'histoire d'une des légendes des sports de combat en France
est le pionnier du MMA. Moi, ça me semble vachement crédible. Et ça me semble d'autant plus crédible quand on sait que Mathieu Nicourt a sorti un livre en 2013, un livre qui s'appelait MMA, les techniques les plus efficaces, et que Yovam Delourme a sorti un livre en 2018 qui s'appelle Le guide des mouvements du MMA. Il y a encore des gens qui pensent que c'est des coïncidences dans la salle? Non? On est d'accord. Je pense que c'est une partie bonus qui valait le coup. Alors, depuis, le Jarl a eu quelques soucis. Il a été viré de la boîte le 1988, et en ce moment, il est un petit peu colère. Parce que forcément, il y a les infos de Frédéric Delavier qui remontent à la surface. Ça commence à faire beaucoup, mais il nous a donné un petit peu de ses nouvelles. Bon, il y a un truc de sûr aujourd'hui, c'est que j'ai pris par la force des choses du level. Je suis monté encore d'un cran médiatiquement. Bon, je vous avoue, je m'en serais quand même bien passé. Mais c'est comme ça. Alors évidemment, comme toujours dans les cas comme ça, une très grosse majorité des gens normaux et humains vous soutiennent et j'ai reçu des milliers de messages et je vous en remercie. Ça fait un bien fou. Les gens normaux sont d'une grande bienveillance et je le dis sans cesse. Puis il y a toujours 2 ou 3 charognards en besoin de buzz et de notoriété qui profitent d'une situation pour vomir leur dégueulis, car ils ont de toute façon pas grand chose d'autre à faire dans leur minable vie, que celle des autres les intéresse bien plus, et ce qu'il y a de fabuleux dans ces cas-là, c'est qu'en plus ils préfèrent la réinventer. Alors ils salissent, ils chient leur caca de haine. Car oui, évidemment, ça se voit quand même un petit peu. Ma notoriété les rend dingues. Quand eux sont dans l'oubli et ne touchaient publiquement de toute façon qu'une niche, celle de leur sport, je touche un nombre bien plus large et de très loin, et ils ne peuvent pas le supporter. Alors 10 ans après, ils sortent de leur chiotte. Mais c'est un peu comme dans l'histoire des youtubeurs de Villebrequin pour ceux qu'on la ref. Quand Chabrier prend la parole, il vient pleurer en vidéo car son ancien associé est un méchant salaud escroc. J'avais d'ailleurs écrit à cette époque exactement ceci. Je me méfie toujours des premiers accusateurs. Ils craignent souvent que des révélations soient faites et préfèrent se faire passer d'abord pour les victimes. Les premiers chialeux n'ont jamais le cul propre. J'avais visé juste. Quand on a eu des mois après la version de Sylvain, tout était beaucoup plus clair. Enfin, sauf que toi, t'as été condamné. Il y a des documents de justice, etc. C'est quand même pas la même chose. Mais bon, j'imagine que si tu nous dis ça, c'est que tu vas nous donner les infos contraires. Comme Sylvain, par exemple. Il a donné des preuves que c'était faux. Donc là, tu vas le faire. Bon, en tout cas, pour ma part, ça tombe très bien. J'avais quand même prévu le coup. Car ayant rencontré déjà ces losers et ces traîtres il y a une dizaine d'années, j'ai absolument tout raconté dans le livre. Alors pour ceux qui veulent des réponses sur ces polémiques de bistrot, bah achetez le livre. Ah ouais, faut acheter le livre. Ouais. Ça marche. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actu quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse. Non, Mousse. Vous salue. Je sais même plus qui je suis, bordel.